plus simple. Parmi les plus simples, c'est séparable, juste en deux catégories, ou bien séparable en tous les éléments. D'accord? Et dans ce cas, la technique est appelée parfois Minfield champ moyen. Approximation par champ moyen. Ou en anglais, Minfield approximation. Alors, le mot Minfield approximation, ça vient de la physique et statistique, où on cherchait à étudier effectivement donc, les interactions entre les particules. Évidemment, lorsqu'on écrit la loi de probabilité du mouvement des particules, les particules ils sont dépendantes des unes des autres en fonction de température, etc. Et donc, l'expression de la loi conjointe de mouvement de toutes les particules, ça devient une expression extrêmement compliquée à écrire. Lorsqu'on l'approxime par quelque chose de séparable, en fait, on le modélise par un champ markovien. Un champ markovien, la valeur de la probabilité d'un point dépend donc de ses voisins. Et ici, le mot Minfield venait du fait qu'on approxime par une loi de probabilité où la valeur d'un pixel, la loi de probabilité d'une molécule, dépendrait d'un atome, dépendrait donc de des atomes voisins, mais en moyenne. Autrement dit, on fait une approximation qui est une approximation, ce qu'on appelle en Minfield, qui est, d'un point de vue mathématique, équivalent donc de cette expression-là que je viens d'écrire ici. Et finalement, troisième voie, donc plus simple, c'est le cadre général, séparable en deux groupes qui sont donc des choses qui représentent des choses distinctes, ou séparable à toutes les composantes, ou bien, dans chacune de ces deux parties-là, on va choisir un modèle paramétrique pour ici, un modèle paramétrique pour ici. Alors que l'approche que je viens d'écrire ici, on n'a pas fait de modèle paramétrique, l'expression de Q1, l'expression de Q2, c'est obtenu directement par le schéma optimisation. Mais on peut faire aussi un modèle paramétrique ici, un modèle paramétrique ici, écrire l'expression de la distance qui va dépendre de ces paramètres et dériver par rapport à ces paramètres, et mettre égal à 0, et obtenir un schéma itératif directement en fonction des paramètres. D'accord? Évidemment, c'est très utile effectivement donc dans certaines applications donc, de choisir déjà le modèle paramétrique. Mais il y a un certain nombre de contraintes. Il faut que ce choix modèle paramétrique soit dans les familles des lois exponentielles généralisées et des lois conjugées pour que la suite du calcul puisse se faire plus facile. Donc, j'ai parlé des aspects calcul bayésien et l'implémentation d'algorithmes, en fait, comme ces points-là. Et la validation des différents choix, évidemment, ça veut dire quoi? Vous faites un certain nombre d'hypothèses, vous choisissez un modèle, vous choisissez une paramétrisation, vous choisissez une manière donc, de calculer, etc. Et une des questions en tout cas qui intervient, c'est choix de modèle. Par exemple, si vous aviez donc deux paramétrisations différentes, lesquelles des deux paramétrisations est meilleure pour le calcul? Alors, pour question donc de choix de modèle, là aussi, les outils qu'on utiliserait, je vais prendre comme exemple, pour illustrer ce point-là, le choix des hyperparamètres, ou estimation des hyperparamètres comme un problème de choix de modèle. Alors, bon, de nouveau, vous devez en avoir marre maintenant de voir donc, cette expression-là, mais c'est pas grave. Donc, on vient de voir que la loi de F, la loi de G sachant F et θ, la loi de F sachant θ de nouveau, et ensuite on peut en déduire la loi de F et G sachant θ, ou la loi de F
sachant G. Ici, je vais mettre tout Fθ et G ensemble. Toutes ces expressions-là, vous pouvez en déduire à partir de ces deux-là. Une fois que vous avez ça, et évidemment, donc, par exemple, et une fois que vous avez P de F sachant G et θ, vous savez que ça, c'est P de G sachant F et θ, P de F sachant θ, et P de G sachant θ. Alors, on va considérer le problème de sélection de modèles comme un problème d'estimation des paramètres θ. Donc, imaginons que vous aviez juste à décider est-ce que la valeur de θ égale telle valeur est meilleure que la valeur de θ égale telle autre valeur. D'accord? Donc, je considère le problème de sélection, le problème du choix de modèle, juste à choisir quelle est la bonne valeur de θ. D'accord. Alors, pour choisir quelle est la bonne valeur de θ, bon, en général, la technique de l'estimation de θ, c'était basé sur, très souvent, donc les gens ils utilisent, donc les techniques classiques, c'est travailler sur P de G sachant θ. Alors, ici, juste, si vous écrivez P de G sachant θ comme étant, vous me suivez pour vérifier que j'écris pardon quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens d'écrire? Si vous êtes d'accord avec ça, donc logarithme de ça fait logarithme de ça. Et imaginez que vous avez calculé la loi a posteriori P de F sachant G et θ, et que vous voulez l'approximer. Alors, on va reprendre. Pourquoi ici? Parce que le calcul de θ, s'il est basé soit sur ça, soit sur P de θ sachant G, qui est proportionnel à P de G sachant θ, P de θ, qu'il soit ça ou qu'il soit ça, dans les deux cas, on a besoin de calculer ça. Et moi, je vais essayer donc maintenant de voir comment peut-on approximer, comment peut-on approcher cette expression-là d'une manière avec la technique qu'on vient d'écrire tout à l'heure. Donc, tout de suite, je vous dis que ni cette expression-là, parce que se trouve ici, donc par conséquence, ni cette expression-là sont calculables directement. Et donc, tout l'estimateur, tout choix de paramètres qui soit basé sur ça ou qui soit basé sur ça, le calcul exact nécessite des intégrations qui sont difficiles à le faire en général. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais faire de l'approximation et utiliser donc les mêmes techniques variationnelles pour faire les approximations. Et pour ça, juste pour vous montrer comment on arriverait à une expression de ça, on peut l'utiliser directement ou le mettre ici et l'utiliser directement, on va considérer exactement dans le même cas qu'ici l'approximation de P par un certain Q de F. D'accord? Et donc, si j'écris maintenant la distance de Kullback entre Q et, si je mets deux points, P de F, ça change G et θ, on voit bien que si j'écris donc l'expression, ça veut dire
je vais écrire une expression, mais d'une manière sommaire. Q log de Q sur P. P, c'est cette expression-là. Donc, vous verrez qu'on peut l'approximer. Donc, je ne vais pas écrire df, hein, donc à chaque fois, vous voyez bien ce qu'il faut mettre. L'intégrale de Q log de Q ici. Mais à la place de P qui est là, je vais changer, je vais mettre ici P de F et G connaissant θ divisé par P de G connaissant θ. Ça c'est mal. Ici c'était P de F. Je vais changer. Et si je décompose maintenant ça, on voit bien que je vais avoir Q log de Q sur P de F et G sachant θ, plus, alors, ceci vient d'un numérateur, logarithme, ça fait plus logarithme, mais ce terme ne dépend pas de F, donc l'intégrale de Q log de Q multiplié par ça, ça va sortir directement ça. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors, si vous m'avez suivi, ça, c'est quelque chose dont l'origine, alors, expliquer donc tous les détails, c'est un petit peu difficile, mais ce terme-là, qui va dépendre de θ et de Q, le moins de cette expression-là, pour une raison qui est plutôt raison historique, on l'appelle l'énergie libre. Le F, on l'appelle l'énergie libre. D'accord? Alors jusque-là, je n'ai rien fait de particulier que juste de remplacer les équations les unes sur les autres, les unes après les autres, et j'obtiens cette relation-là que je viens d'écrire. Alors, quelle est l'utilisation qu'on va en faire maintenant?